à la réalité et à notre propre expérience de l'échange culturel. Et donc, de ce point de vue, je pense que ton livre, il est aussi très intéressant, en particulier cette étude des cas. Donc, voilà, maintenant la question que je te pose, c'est un peu, comment est-ce que tu penses que ce type d'analyse critique, des représentations, des discours, nous permet de mieux répondre aux défis qu'on retrouve dans l'expérience la plus courante de l'échange culturel. Et dans ce sens, je pense qu'une notion que tu viens de mentionner, qui est importante, qui est pertinente, c'est celle de l'universalisable. C'est une notion que tu proposes pour essayer, voilà, de sortir de ce piège de relativisme, sans tomber dans un universalisme de même problématique. Ok, merci pour cette question. Mais avant de répondre, parce qu'en fait on a fait déjà 1 heure, il faut bien faire 1 heure peut-être aussi d'échange. Ouais, donc je ne vais pas répondre trop longuement par rapport à cette question pour pouvoir ensuite on fait un break, on fait l'échange ou on fait directement l'échange? Directement l'échange, ok. Enfin, je pense que en effet, on croit souvent que le discours philosophique est abstrait, mais en réalité, c'est vrai que, comme tu dis, une partie du discours philosophique, il vise quand même à clarifier en fait les arguments. Et donc, l'idée, c'est en effet de proposer un argumentaire et un contre-argumentaire à certains débats problématiques qui structurent le rapport entre le monde européen et le monde chinois. Bon, alors ensuite, pratiquement, concrètement, c'est-à-dire qu'ensuite dans le dialogue avec l'autre, évidemment, il y a plusieurs facteurs qui entrent en compte, celui conceptuel, pas forcément celui conceptuel. Mais donc, oui, je dirais que cette tentative, enfin, l'idée c'était vraiment de clarifier les positions possibles et d'essayer de voir comment sortir en fait des pièges, en fait, des pièges discursifs à travers la déconstruction de certains a priori. Je vais juste répondre comme ça, parce que je sais qu'il y a encore une autre question. La dernière question, elle est plus ouverte. C'est juste par rapport à la conclusion, à la fin du livre, tu proposes aussi ce que tu appelles un nouveau paradigme pour les études culturelles. Là, je pense que c'est un point assez important, parce que c'est au-delà de la critique que tu développes tout au long du texte. À la fin, tu proposes aussi des perspectives pour développer une pensée transculturelle. Donc, voilà, dans ce sens, je pense que c'est aussi quelque chose que tu peux expliquer un peu. Oui, ok. Là aussi, brièvement. Donc, en effet, vu que l'idée. Donc, le livre a une dimension critique, donc critique du culturalisme, critique des a priori culturels sur l'autre, et comme l'a dit Hector, je pense que quelque chose qui est un point qui est très important, j'essaie de montrer dans le livre, c'est qu'en fait, la construction de l'a priori sur l'autre est toujours conditionnée à la construction de l'a priori sur soi. C'est-à-dire qu'on fige l'image de l'autre que parce qu'on a déjà en même temps figé l'image de ce qu'on est soi-même. Hein. Et donc ici, peut-être pour revenir du coup sur la question d'avant, il n'y a pas de rapport plus... Le rapport à l'autre, si c'est un rapport qui n'est pas conflictuel ou qui n'est pas simplement d'opposition, il suppose d'abord et avant tout un travail sur soi-même. Je veux dire, l'idée, c'est que donc l'idée du livre, c'est d'essayer de sortir la relation culturelle de la catégorie de l'opposition, c'est-à-dire moi et l'autre comme deux choses opposées, et pour cela, d'essayer de mettre en avant d'une part l'historicité du regard, mais aussi la diversité, la non-homogénéité, l'hétérogénéité de chaque ère culturelle. Et donc l'idée ici, du point de vue en fait, c'est presque un geste éthique, hein, c'est-à-dire que
on ne peut pas se rapporter à l'autre de façon constructive si on n'a pas d'abord pris conscience de sa propre altérité. C'est-à-dire que sans prendre conscience de sa propre altérité, on va forcément essentialiser l'altérité de l'autre. Et je pense que c'est ça, je pense que le geste un peu philosophique du livre, hein, c'est ça, c'est et donc un peu deleuzienne de ce point de vue-là, hein, c'est-à-dire c'est voir que la différence, elle est d'abord interne. Et donc, le piège culturaliste, c'est comprendre la différence sur la catégorie de l'opposition et comprendre la culture de l'autre sur la catégorie de ce qui est opposé à ma culture. Et contre ce piège-là, c'est l'idée de voir que ce qu'on appelle ma culture, c'est quelque chose qui est hétérogène, c'est quelque chose qui est complexe, c'est quelque chose qui est multiple, et que dans une culture, il y a plusieurs rapports possibles à celle-ci, et que donc, d'une certaine manière, sans déconstruction de sa propre culture, on ne peut pas vraiment avoir un rapport constructif avec la culture de l'autre. Mais en même temps, du coup ici, il y a la vraie question, c'est-à-dire que il faut aussi le livre est fini sur ça, hein, il faut aussi qu'il y ait une symétrie, c'est-à-dire que s'il n'y a qu'une seule des cultures qui pratique cette déconstruction de sa propre culture, il va y avoir aussi une impasse. C'est-à-dire que la déconstruction que chacun doit faire de sa propre culturalité, de sa propre européanité, de sa propre cynicité. C'est-à-dire que l'Europe ne peut dépasser l'eurocentrisme que si la Chine, de son côté, essaye de dépasser le sinocentrisme. Et si la Chine insiste sur... si la Chine continue à développer cette perception sinocentrique d'elle-même, c'est difficile d'éviter le rapport eurocentrique à elle. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être eurocentrique soi-même que si l'autre aussi n'est pas sinocentrique, par exemple, pour prendre le cas de l'Europe et de la Chine. Et donc ici, il y a ce travail sur soi contre nos propres préjugés eurocentriques, mais en même temps aussi la nécessaire déconstruction en parallèle des préjugés sinocentriques ici par rapport à la Chine, et qui aussi doit être faite évidemment du point de vue du monde chinois, et évidemment ici d'où, évidemment, le caractère essentiel, philosophiquement, de Taïwan. C'est-à-dire que Taïwan a une place qui n'est pas simplement une place géopolitique essentielle au sein de l'Asie, au sein du monde chinois, mais c'est une place conceptuelle. Taïwan, en tant que cette distance par rapport au monde chinois, et donc par rapport à elle-même, et dans cette capacité, justement, de se relier à ce qui n'est pas elle-même. C'est-à-dire que cette capacité en soi de me relier, cette capacité à prendre distance avec moi-même, c'est ça l'idée, hein, c'est la capacité de prendre distance avec moi-même, c'est ce qui conditionne ma capacité d'être en relation avec l'autre. Et donc ici, c'est, je dirais, toute l'importance ontologique de Taïwan, qui n'est pas simplement un lieu physique. Je veux dire, Taïwan, c'est pas simplement Formose, l'île, en fait, c'est un lieu intellectuel. Je dirais, Taïwan, ça existe comme une fonction mentale, je dirais même. Et cette fonction mentale, c'est cette capacité au sein du monde chinois d'être dans un rapport de déconstruction de cette cynicité. Et là, je pense que du coup, si, évidemment, j'écris à Taïwan, si on parle de ça à Taïwan, c'est parce que Taïwan est la condition de possibilité de cette sortie, chinoise de la cynicité, si je peux dire. Ce qui paraît un peu paradoxal, hein. Mais c'est ça l'idée, c'est-à-dire ce rapport dialectique avec sa propre culture qui, en fait, est la condition du rapport à l'autre. Donc ça, c'est ce que j'essaie de montrer dans le livre. Donc voilà, j'ai fini de mon côté. Si vous avez en resituant sur le dialogue ici, donc je suis ouvert à toutes les questions. Si vous avez peut-être déjà lu le livre, qui sait, ou alors sur vu qu'il a été acheté par certaines personnes. Oui. Tout d'abord, merci pour cette présentation passionnante. Malheureusement, je n'ai pas encore lu le livre et je vais devoir attendre encore un mois pour pouvoir le découvrir. Je ne sais pas comment je vais faire. Oui, en fait, j'ai pas de questions, mais je vais d'abord réagir à une phrase que tu viens de dire, Jean-Yves. Si je me souviens bien, tu as dit on fige l'image de l'autre quand on a déjà une image figée de soi-même. Alors moi, il me semble que très souvent, on s'intéresse à l'autre et on fige l'image de l'autre au moment
où notre définition de nous-mêmes se transforme. Par exemple, à l'époque des Lumières, on s'intéresse à l'autre, on s'intéresse à la Chine. À l'époque de l'industrialisation, qui est aussi l'époque de la colonisation, l'image de la Chine change. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu penses de cette idée? Alors ici, c'est tout le problème de l'orientalisme, si tu veux. Hein, justement, c'est ça la question de l'orientalisme. Hein. Oui. Donc ici, donc par rapport à ta question, tu peux juste répéter sur l'aspect juste conceptuel, cette partie par rapport à ce que tu disais. Vas-y. Oui, il me semble que très souvent, on s'intéresse à l'autre en tant que référence, on affiche son image au moment où notre définition de nous-mêmes se transforme. Ok. Oui, alors en fait là, ici, c'est très juste. En fait, ici, tu as vraiment, je dirais, un aspect profondément dialectique. Hein, un aspect vraiment profondément dialectique. Parce que d'une part, en effet, tu as tout à fait raison. Il peut, et d'ailleurs, c'est assez. Ça induit une forme de regard presque positif sur quelque chose qu'on voit de façon très très négative, du coup, d'habitude, si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en effet, le fait de pouvoir s'intéresser à l'autre, ça suppose toujours en effet une forme, à un moment donné, de début d'incertitude, de début de doute, de début de préoccupation sur notre propre identité. Mais justement, là où ça commence, orientalisme et occidentalisme, c'est quand justement on crée des catégories pour évacuer le doute. C'est ça donc il disait. C'est que c'est justement cette réaction par rapport à ce doute qui nous envahit sur notre propre identité qui va en fait nous conduire à figer l'image de l'autre et du coup l'image de soi-même. Et ça, cette fixation justement, elle est faite à partir du moment où on conçoit, pour parler de façon deleuzéenne, on conçoit la différence sous la catégorie de l'opposition. Hein, donc c'est ça, le category mistake essentiel. Hein, donc l'erreur de catégorie, hein, c'est de penser la différence comme opposition. Et donc ici, en effet, d'une partie, il y a cet intérêt, et du coup c'est important parce qu'en effet, il y a toujours la question évidemment de pourquoi c'est les Européens qui sont allés là-bas et pas les Chinois qui sont allés en Europe. Hein, c'est la question qui se pose. Comment il s'appelle? C'est celui qui a écrit sur... celui qui écrit Gun, Germs and Diamond, Jerry Diamond. Yeah, Diamond. C'est la question qui se pose, pourquoi ça allait dans un sens et pas dans l'autre. Bon, alors après sa réponse, on peut en discuter. Hein. Mais il y a aussi, en effet, d'une certaine manière, se déplacer vers l'autre, ça suppose à un moment donné un début de fragilisation et de doute sur sa propre identité. Et justement, d'une certaine manière, l'orientalisme, on va dire, ou le piège culturaliste, est là pour refermer ce doute, d'une certaine manière. C'est-à-dire que d'un côté, tu as ce mécanisme d'ouverture, on va vers l'autre, et à un moment donné, tu as cette refermeture qui permet d'échapper à cette crise de l'identité. Mais tu as tout à fait raison que dans le processus historique, d'aller vers, et d'ailleurs sur ça c'est très important, merci de cette question, parce qu'en fait aujourd'hui, c'est vraiment très 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 récent, du point de vue des études, par exemple, très longtemps, on a regardé ce qu'on appelle la chinoiserie, les chinoiseries, hein, donc c'est-à-dire de façon très négative, hein, des préjugés. Alors qu'en fait, beaucoup, j'ai d'ailleurs un article récent sur ça, qui disent en fait oui, mais donc tout ça c'est vrai, mais en fait malgré tout, il y a quand même un vrai intérêt. Et non seulement il y a un vrai intérêt, mais il y a aussi quelque chose qui passe quand même, qui circule. C'est-à-dire que malgré la constitution du préjugé, il y a aussi des affects, il y a aussi un devenir qui est en train de se mettre en place, il y a aussi une transformation qui est en train de se mettre en place. C'est-à-dire que il y a deux processus qui sont contemporains. Hein. D'un côté un processus de réification, et de l'autre côté un processus de transformation. Et là du coup, si je vais être encore un peu plus loin dans la réponse, du coup, c'est quelque chose qui pour moi est fondamentalement lié à la méthode de Bruno Latour. Hein, pour moi, Bruno Latour, donc, il a écrit « N'avons jamais été modernes », et dans ce livre, il dit quelque chose d'essentiel qui est, je l'utilise un peu dans le livre parce que pour moi c'est un des plus grands philosophes français aujourd'hui, Bruno Latour, même si bon, on a l'impression qu'il parle que d'écologie, mais en fait c'est vraiment de la grande philosophie. Et donc, quand il parle des modernes, il dit les modernes, il y a deux choses. Il dit, d'un côté, donc c'est quoi la modernité? Donc c'est quoi la modernité selon Latour? C'est l'idée qu'à un moment donné, en Occident, on a commencé à séparer la nature du politique,
Okay. On a commencé à dire l'objectif du subjectif. Donc ça, c'est ce qu'il appelle la coupure moderne. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté la science qui est objective, et de l'autre la société. Donc il y a d'un côté la science qui est objective, qui est universelle, et de l'autre côté il y a les sociétés qui sont subjectives, plurielles, etc. Cette coupure. Alors en fait, pourquoi est-ce qu'il... Et donc c'est quoi le problème de cette séparation que font les modernes entre la nature et le politique? C'est qu'aujourd'hui, on voit très bien que les deux sont indissociables. On voit très bien aujourd'hui, avec le changement climatique, avec le réchauffement climatique, on voit très bien que des objets naturels affectent le politique, et qu'aujourd'hui, le politique, il est déterminé par rapport à des questions qui sont non politiques. Et que la science, et donc ça c'est le rapport aussi nature, et aussi par rapport à la science, on voit aussi aujourd'hui que, le politique a toujours besoin de la science. On le voit par exemple dans les cas de crise médicale, le politique il a besoin du regard scientifique. Alors le problème c'est que le regard scientifique, il n'y a pas un seul regard scientifique, il va avoir différentes idées. Donc qu'est-ce qu'on fait par rapport à une maladie? Il va y avoir différentes opinions, peut-être, de différents chercheurs. On a vu ça en France. Okay, et donc lequel ensuite le pouvoir politique va choisir. Autrement dit, tout le paradoxe des modernes, c'est qu'au moment même où ils séparent la science du politique, c'est à ce moment-là que les deux deviennent non dissociables. Et donc, si tu veux, le problème par rapport au rapport monde-chinois, c'est exactement le même problème. C'est-à-dire qu'à partir au moment même où le sinologue va séparer la Chine de l'Europe, c'est à ce moment-là même que les deux deviennent indiscernables. Donc on a cette idée du paradoxe des modernes, c'est vraiment en fait le paradoxe des études culturelles. C'est-à-dire quand on va dire ok, ça c'est la Chine, et nous on est l'Europe, on est complètement différents, mais en fait, la condition de possibilité de ce discours, c'est qu'en fait il n'y a déjà plus de différence, il y a déjà une interaction, il y a déjà un échange mutuel, il y a déjà une transformation réciproque. Et en fait, justement, ce discours de la séparation, il est là pour ne pas voir la transformation réciproque qui se met en œuvre. Et donc de ce point de vue-là, le problème du rapport des modernes à l'environnement, et c'est en fait un problème très similaire que du problème culturaliste, du point de vue de la méthode d'analyse. De ce que Latour, il appelle ça le problème des hybrides. C'est-à-dire que d'un côté, on va dire la Chine, la culture chinoise, c'est ça, ça a toujours été comme ça. Et au même moment où on dit ça, en fait, c'est le moment où les deux commencent à s'hybrider et à s'influer mutuellement. Mais ce qui est paradoxal, et c'est encore l'esprit des modernes, c'est que le discours savant sur l'objet, il va insister sur la séparation, alors que la pratique, c'est celui du mélange. Et donc l'idée, aujourd'hui, je dirais, c'est de refaire un discours savant qui parle du mélange lui-même et plus de la séparation. Par exemple, pour la sinologie, le discours a été longtemps celui de l'opposition de la séparation, plus que celui du mélange. Et aujourd'hui, on a besoin de ce discours du mélange pour comprendre l'hybridité, qui est un fait réel, et pas un fait imaginé. Du coup, pour rebondir directement, est-ce que cette hybridité n'est pas à sens unique? Parce qu'aujourd'hui, quels sont les éléments universalisables que l'on peut trouver dans le modèle de la Chine continentale, par exemple? Parce que voilà, il y a ce discours de la séparation qui est fait peut-être un petit peu pour ôter cette transformation réciproque. Et donc, est-ce que du coup il y a vraiment une réciprocité culturelle aujourd'hui? C'est une très bonne... Bon, merci, c'est une très bonne question. Alors là, quand je disais ça, en fait, je disais ça, on va dire plus sur le long terme. Sur le long terme, il y a eu vraiment... Juste un exemple, il y a beaucoup d'historiens qui ont dit que, par exemple, la tradition des examens qui se met en place au XIXe siècle en France est liée à une influence directe de l'observation de la société chinoise structurée par ces examens à tous les stades de la société, que la constitution du fonctionnariat en France est finalement liée à c'est pas moi qui le dis, c'est certains historiens qui ont dit ça, que la constitution du fonctionnariat en France est liée à cette image idéalisée des missionnaires pour les mandarins et la fonction des mandarins en Chine.
Il y a aussi encore d'autres discours, par exemple au niveau des lois, par exemple, chose très intéressante, c'est-à-dire qu'au milieu du XVIIIe, il y a tout un mouvement en Europe qui est contre qui est donc à la fois pour adoucir les peines, hein, avec Beccaria, adoucir les peines, et aussi pour repenser le rapport à la loi, et disant que la loi doit être la même pour tous et publique, et aussi publiée de façon universelle, que chacun doit connaître la loi. Et certains, donc par exemple Bourdon, un sinologue qui travaille sur le droit chinois, il dit que ça pourrait être en même temps la trace d'une certaine influence de la pensée légaliste chinoise sur les pratiques européennes, puisque du point de vue légaliste, le droit, la loi doit être connue par tous. Hein, c'est-à-dire que ça doit être, les statuts doivent être clairs et doivent être publiés, et tout le monde doit la connaître, et tout le monde, enfin pour l'empereur c'est un cas spécial, hein, mais tout le monde peut être justiciable selon la loi. Donc ça c'est un exemple légal. Maintenant, un autre exemple esthétique. Alors là c'est encore plus magique, je dirais, cet aspect-là. Donc, comme vous savez, enfin, les jésuites qui sont allés en Chine au XVIIe, XVIIIe siècle, il y a beaucoup, c'était des peintres. Et c'était des peintres qui ont très vite eu des positions très hautes à la cour, peintre officiel de l'empereur. Vous voyez, c'est quand même assez... Donc là, il y a quand même une vraie ouverture quand même, hein, à un moment donné, parce que, imaginez un Chinois qui arrive en Europe et qui dit « Moi, je vais être le peintre officiel de Louis XIV. Hein, ok. Bon, mais c'est ce qui s'est passé en Chine. Hein, malgré tout, c'est ce qui s'est passé en Chine, hein, où c'était bien des Européens qui avaient été peintres officiels de l'empereur, qui faisaient son portrait, ils commandaient les portraits, ils commandaient plusieurs dizaines de peintures sur ces scènes de bataille, ces victoires contre les ennemis, c'est ce qui pose un autre problème du point de vue de la fonction politique des missionnaires, mais je ne vais pas en parler. Et donc, les missionnaires, quand ils sont allés en Chine, ils ont apporté certaines choses, qui est notamment la perspective. Donc, il y a un chapitre sur la perspective et aussi le traitement des ombres. Okay. Et le réalisme, le rendu, surtout à l'empereur et à son entourage, un peu moins au mandarin. Ensuite, il y a eu ce mélange, cette véritable hybridité, donc chez Castiglione, par exemple, Giuseppe Castiglione, ce grand peintre italien qui était donc à la cour des Qing. Et donc, là, je continue l'histoire. Donc, ensuite, cette introduction de la perspective européenne en Chine, elle va passer au Japon. Et donc, au Japon, avec toute la tradition au XIXe siècle des ukiyo-e, alors je ne connais pas trop les japonais, je ne sais pas comment on le prononce, donc ce qu'on appelle les images flottantes, hein, ces estampes japonaises du XIXe siècle, avec Hiroshige par exemple. Okay. Et en fait, si vous regardez les estampes japonaises de cette époque, il y a déjà une influence directe de la perspective européenne sur la manière dont ils vont structurer l'espace. Des fois, c'est extrêmement clair. Il y a des estampes japonaises de représentation no, et l'espace est purement fait dans une perspective qui est la perspective, on va dire, européenne. Et donc, je continue l'histoire. Ce qui est fascinant, c'est qu'ensuite, donc ça c'est milieu du 18e au Japon, ensuite fin 19e en France, en Europe, les Européens vont être fascinés par la peinture japonaise. Ils vont être fascinés par la peinture japonaise. Van Gogh est un grand collectionneur lui-même d'estampes d'Hiroshige. Il a copié, refait plusieurs tableaux à partir d'estampes d'Hiroshige. Si vous regardez la peinture qui s'appelle le Père Tanguy, derrière le Père Tanguy, il n'y a que des images de la Chine, de peinture d'estampes japonaises. Or, qu'est-ce que Van Gogh va apprendre quand il regarde, les Européens vont apprendre quand ils voient la peinture japonaise, qui a donc été influencée par la peinture chinoise, qui a été influencée par la perspective européenne. Qu'est-ce qu'il va apprendre? C'est ça qui est magique et paradoxal. Ce qu'il va apprendre dans cette peinture, c'est qu'en fait, on peut se passer de la perspective. C'est qu'en fait, on peut faire ce qu'on appelle des aplats. Hein, on peut faire une image sans profondeur. Ce que lui, c'est-à-dire que alors que les estampes japonaises qui l'ont influencé sont des estampes qui ont intégré la perspective européenne, ce que lui il en retire comme européen, c'est qu'on peut dépasser la perspective. Et c'est le début de l'art moderne. Après c'est l'art abstrait, c'est-à-dire qu'il n'y a plus le rapport à la profondeur, il y a le sujet et l'aplat derrière.
Okay, donc ça, voilà, là c'est quand même une histoire d'hybridation fantastique. Alors maintenant, par rapport au problème que vous posez, c'est des questions différentes parce que c'est des questions de politique, d'ordre politique. Alors, on peut répondre de deux manières. Hein, c'est-à-dire qu'on peut répondre par rapport, donc, encore une fois, ici, à Taïwan, où il y a donc cette période de transition réussie à la démocratie, qui est rendue possible par un rapport interrogé, une interrogation par rapport à sa propre tradition culturelle, du point de vue donc, culturel, et en même temps aussi donc, politiquement la naissance du multipartisme. Donc, mais c'est vrai, en effet, je veux dire que ici, en Chine, aujourd'hui, en effet, on a l'impression d'une forme d'un raidissement, hein, d'une volonté de se re-siniser. Et donc, de ce point de vue-là, Taïwan et la Chine sont sur des trajectoires complètement différentes. Une trajectoire de désinisation qui a commencé à partir des années 1990, même si elle est politiquement controversée, mais elle est néanmoins relativement réelle si on regarde les sondages. Et de l'autre côté, une politique de re-sinicisation qui est évidemment met en porte-à-faux les deux territoires et aussi évidemment change leurs relations par rapport à la capacité d'hybridation. D'autres questions, commentaires? Vas-y. Justement, pour rebondir à propos de Taïwan, dans ton livre, si je comprends bien, tu parles surtout de l'occidentalisme en Chine. Oui. Est-ce que tu as étudié aussi en occidentalisme à Taïwan, ou est-ce que toi-même tu as fait des observations? Est-ce qu'il y a des différences qui te semblent frappantes, étant donné qu'à Taïwan, on a une culture chinoise, on parle le chinois, et pourtant on a une modernité différente de la modernité chinoise? Alors, non, j'en parle pas dans le livre.